aujourd'hui d'écouter Bernard Lahire sur un sujet qui nous intéresse tous, c'est les lois et les invariants dans les sciences de la culture. Et bon, comme vous savez, notre perspective est à la fois historique et comparative, et évidemment, la question des invariants est fondamentale pour tout ce qui est comparaison, sans quoi on s'enfonce inévitablement dans le, euh, l'anecdote éventuellement. Alors, je passe la parole à Patrick Juignet qui va présenter le conférencier, et je vous donne rendez-vous pour la discussion qui aura lieu dans une heure environ. Euh, et je vous prie par ailleurs de couper vos micros pour éviter toute interférence pendant l'exposé. À bientôt, Bon, Patrick Junet. je prends la suite. Bernard Lahire a enseigné la sociologie à l'ENS de Lyon pendant une vingtaine d'années et il est actuellement directeur de recherche au CNRS, qui d'ailleurs lui a décerné une médaille d'argent en 2012, je crois. Ses travaux sont diversifiés parce qu'il a quand même une longue carrière derrière lui. Ils concernent la scolarité en milieu populaire, l'individu et en particulier le cumul des expériences chez un même individu ou le cumul comment dire, le cumul des cultures ou le fait qu'un individu peut participer de différentes cultures à différents moments de sa vie, ce qui est comment dire, une approche nouvelle de l'individualité. Moi, je me suis intéressé à ces travaux parce qu'il nous a proposé interprétation sociologique des rêves. Ma formation initiale étant psychanalyste, évidemment, la question des rêves m'intéressait et il a, d'une certaine manière, réélaboré la théorie freudienne en un sens intéressant parce qu'il a montré le rôle que joue le social dans les rêves, ce que moi, personnellement, j'ai toujours constaté, mais qui ne fait pas du tout partie de la théorie psychanalytique classique. Ensuite, Lahire s'est préoccupé d'épistémologie, ben, comme beaucoup d'entre nous qui nous préoccupons de sciences sociales, parce que les sciences sociales humaines et de la culture, du point de vue épistémologique, ne sont pas en très bon état, dirais-je. Il a formé le groupe Edgar Théonique, qui est bon, une appellation un peu, je ne sais pas si on peut dire fantaisiste, mais à la façon du groupe Bourbaki, c'est-à-dire donc voilà un regroupement des gens, mais qui reste anonyme. La sociologie n'est pas la seule à se débattre dans cette situation qui date de la fin du 19e siècle. Donc j'ai consacré le début de mon dernier ouvrage à la question de la querelle des méthodes, de la Methodenstreit en langue allemande, et nous avons ici, au groupe de la reconstruction, eu aussi un exposé sur cette question, c'est de Wundenberg, je crois, qui nous a fait un exposé très détaillé sur cette question de la querelle des méthodes. La querelle des méthodes n'a pas fini avec le 19e siècle. En fait, moi, je dirais qu'elle est toujours là, mais qu'elle a pris des formes un petit peu nouvelles. Suite à cette querelle qui initialement vient de l'opposition entre les sciences de l'esprit, Geisteswissenschaften, ou de la culture, Kulturwissenschaften, et les sciences de la nature, Naturwissenschaften. Bon, comme je pense que la plupart d'entre vous le savez, par exemple, Freud a choisi de placer la psychanalyse dans les Naturwissenschaften, bien que, a priori, il ne parle pas trop des petits oiseaux ni des chimpanzés. En fait, c'est pour les questions de méthode. Il a voulu rattacher sa méthode à une méthode plus positive, plus positiviste, on pourrait dire, celle des sciences de la nature. Mais en fait, c'était un peu bancal, cette affaire. De nos jours, on retrouve toujours un peu cette opposition. Ceux qui veulent une scientificité plus rigoureuse dans les sciences humaines et de la culture et la sociologie, et ceux qui sont partisans plutôt
d'une approche par des savoirs plutôt particuliers, singuliers, sans recherche de loi générale, mais qui rendrait mieux compte, d'une certaine façon, de la particularité de l'objet d'étude. Donc on est dans cette fluctuation entre les deux, qui, hélas, malheureusement, prend la tournure d'une opposition qui n'est pas, à mon avis, pas obligatoire. Récemment, nous avons eu droit au courant de la déconstruction qui a donné une espèce d'hyperconstructivisme en sociologie qui a été nommé par ce curieux terme de nominalisme épistémologique, qui va jusqu'à nier l'existence d'une réalité sociale, pardon, objectivable. Bon, je pense que, en plus, en sociologie, comme dans toutes les sciences humaines, il y a un éparpillement doctrinaire très très vaste qui fait que pour le non-sociologue, par exemple, que je suis, il est vraiment difficile de s'y retrouver. Et même si on prend une option un peu internationale pour faire le tour, c'est ce que j'ai fait à un moment donné, ne serait-ce que des noms qui sont donnés aux sciences de la culture, de la société, etc., anthropologie, on arrive à des listes, une liste qui est pas infinie, mais enfin très importante. Si on prend les dénominations allemandes, anglaises, françaises, qu'on suit un peu leur histoire, on s'y retrouve plus. Enfin, moi, je m'y retrouve plus, en tout cas. Par opposition, donc, Bernard Lahire va nous proposer plutôt quand même une sociologie qui va être euh, plus orientée vers une scientificité sérieuse et bien appuyée et peut-être une synthèse intégratrice qui permettrait une intégration et donc du coup un cumul des savoirs en sociologie, ce qui serait le bienvenu dans beaucoup de sciences. Et sur ce, je lui passe la parole pour qu'il nous dise comment on peut faire ça. Bien, ben, je vous remercie. Déjà, je vous remercie de cette invitation, donner la possibilité de revenir sur des choses qui me tiennent à cœur et qui a constitué un peu les 300 premières pages des structures fondamentales des sociétés humaines. Sachant que c'est ce que je vais présenter ce soir, en fait, c'est les conditions en fait épistémologiques pour arriver à faire un certain nombre de choses dont je ne pourrais pas parler parce que voilà, dans les structures fondamentales des sociétés humaines, j'essaye de montrer qu'il est possible de progresser dans les sciences sociales sur des questions typiquement sociologiques en raccordant un certain nombre de savoirs qui viennent du côté des sciences de la nature, biologie, éthologie notamment, en les raccordant à des savoirs qui ont été produits, des connaissances qui ont été produites par les sciences sociales. Mais j'en dirai sans doute un mot à la fin, parce qu'on ne peut pas penser la question des invariants sans poser la question des conditions générales de la vie humaine, on va dire, en tant qu'espèce, pour voir un petit peu quelles sont les choses communes à toutes les sociétés humaines qui nous paraissent évidemment très différentes, puisque c'est ce que l'on constate immédiatement quand on considère les différents types de sociétés, depuis les chasseurs-cueilleurs mobiles sans État, sans richesse, etc., à nos sociétés capitalistes tout à fait contemporaines. Donc voilà, je vais essayer de me concentrer sur des questions épistémologiques, mais voilà, je tenais à dire que c'était, pour moi, c'est un préalable et un préambule d'une certaine façon pour pratiquer les sciences sociales de manière différente. Et c'est pas juste une discussion épistémologique, en fait. C'est vraiment. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre et que des collègues peuvent penser que l'épistémologie, ça sert à rien. Alors, non seulement ça sert, ça peut desservir aussi. Je vais critiquer une épistémologie qui est très peu réaliste, qui est assez relativiste, et celle-là, elle empêche effectivement de faire un certain nombre de choses. Donc voilà. Alors, moi, mon propos,
Pour le résumer au départ, ça consiste à dire que, à constater que, à la différence des autres sciences, et notamment des sciences de la matière et de la vie, les sciences sociales, aujourd'hui, n'ont pas du tout l'ambition de formuler un certain nombre de lois ou de principes, hein, peu importe. Il ne faut pas avoir de fétichisme sur ces questions, puisque même en sciences physiques, des gens qui parlent qui disent principe alors que d'autres disent sur les mêmes choses loi. Ça dépend où on se trouve, si on est de l'autre côté de la Manche ou pas. Bon, bref, donc loi, principe. Donc il ne serait pas possible de formuler un certain nombre de lois ou de principes. Euh, L'idée d'une cumulativité scientifique, l'idée que on peut progresser dans l'étude du monde social, découvrir des choses et cumuler les savoirs que l'on a depuis, on va dire, à peu près 150 ans, pour des sciences sociales déjà bien installées. Donc, voilà à peu près ce que pense une très très grande majorité des sociologues. Ils pensent que l'idée de loi, c'est une vieille idée qu'il ne faut surtout pas réanimer. Ils pensent que c'est... Alors, ils parlent de positivisme, mais positivisme est devenu une insulte académique, hein, il faut le dire, les choses telles qu'elles sont. Quand quelqu'un est traité de positiviste, il est vraiment traité. C'est-à-dire, on dit de lui, voilà, c'est un positiviste, on le disqualifie en disant qu'il est positiviste. Moi, je ne le prends pas pour une attaque si on me dit que je suis positiviste. Euh, mais en tout cas, voilà, il faut savoir qu'il y a une suspicion sur une naïveté qui serait liée à cette recherche de loi, à cette recherche de principes, une naïveté aussi sur la question de progrès, qui est devenu un gros mot dans beaucoup de secteurs, où on pense que il y a des épistémés, il y a des moments dans l'histoire des sciences humaines et sociales, et puis on passe à d'autres moments, à d'autres points de vue, mais il n'y a pas de cumulativité, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'avancée. Bon, à la différence, encore une fois, des autres sciences. Ce qui fait que quand on demande à des chercheurs en sciences sociales, alors j'ai en tête, hein, je ne vais pas à chaque fois préciser, mais des sociologues, des historiens, des anthropologues, des politistes, etc. Donc toutes les sciences sociales, principalement les trois premières que j'ai citées, socio, anthropo et histoire, euh, quand on fait de la recherche dans ces domaines, le terme de résultat est assez mal perçu. Les gens ils disent, bon, c'est difficile d'apporter un certain nombre de résultats véritablement. Ce qui peut paraître étonnant parce qu'on peut se dire, on étudie des choses, il faut bien à un moment donné dire qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a découvert éventuellement, quel type de processus on a mis en évidence, quel type de faits on a réussi à établir. Mais la notion de résultat gêne beaucoup de gens et donc l'idée de progrès gêne considérablement les collègues. Ce qui, euh, euh, Ce qui différencie donc nos sciences des autres sciences qui, elles, n'ont aucun problème à travers des manuels universitaires, à travers des traités ou des digests d'une nature ou d'une autre, à dire voilà comment on a appris des choses depuis et on peut faire démarrer à Newton et puis montrer qu'il y a eu même des révolutions scientifiques, des choses qui ont été découvertes, qui ont permis d'autres découvertes, que l'ensemble de ces découvertes ont été repensées dans d'autres cadres, et ainsi de suite, et que ça progresse comme ça. Voilà. Donc nous serions, nous, chercheurs en sciences sociales, bon, il y aurait une malédiction, en fait, qui pèserait sur nous
Euh, et on cite souvent la phrase de Max Weber sur le fait que nos sciences sont vouées à rester éternellement jeunes. C'est ce qu'il disait dans Essai sur la théorie de la science. Alors, lui, il évoquait le fait que il y a des problèmes nouveaux qui apparaissent du fait du caractère historique de nos objets. Les sociétés humaines, effectivement, ne cessent de se transformer. Et pour lui, c'était l'élément principal euh, qui amenait à penser que nos sciences seront éternellement jeunes, c'est-à-dire elles ne vont jamais progresser, qu'il n'y a pas quelque chose de plus avancé qu'autre chose, qu'au fond, en termes de concurrence entre collègues, ben, il n'y en a pas des meilleurs que d'autres, il n'y en a pas qui ont mieux compris que d'autres, etc. Et quand je vais jusqu'au bout de cette logique, je me dis, mais pourquoi on corrige des étudiants encore? Parce que si on pense vraiment que tout le monde a raison de dire ce qu'il dit, d'affirmer ce qu'il affirme, etc., alors il n'y a aucune raison de sanctionner des étudiants, par exemple, de les former à quoi? À des points de vue, mais d'autres développent d'autres choses à côté. Donc, on voit bien que le relativisme est là d'emblée dans ces raisonnements. Et donc, Max Weber dit, on va rester éternellement jeune. C'est ce que pensent beaucoup de gens aujourd'hui. Ils le formulent ou ils ne le formulent pas. Ça aussi, c'est important de le dire, c'est-à-dire que beaucoup de collègues ne sont pas du tout dans des réflexions épistémologiques. Mais implicitement, ils sont dans ces cadres-là, sans les assumer complètement, et d'autres, par ailleurs, qui font un peu plus d'épistémologie, qui ont des réflexions théoriques épistémologiques, peuvent formuler ça clairement en disant pas de progrès, très peu de cumulativité scientifique, voire pas du tout, nous sommes éternellement jeunes, etc., etc. Alors, je pourrais prendre une phrase de Claude Lévi-Strauss que j'ai trouvée euh, après avoir rédigé tout mon travail. Il écrivait, alors on trouve ça dans Anthropologie structurale zéro, qui est le recueil d'un certain nombre de textes qui ont été publiés avant l'ouvrage Anthropologie structurale. Il disait, sommes-nous condamnés comme de nouvelles Danaïdes à remplir sans fin le tonneau des sciences humaines, entassant en vain monographie sur monographie, sans jamais recueillir un résultat plus riche et plus durable. Bon, Lévi-Strauss, alors j'ai malheureusement pas repris la date précise du texte, mais c'est il y a très longtemps déjà. Il avait le sentiment que on faisait beaucoup de monographies, c'est-à-dire d'études de cas contextualisées sur telle société, à telle époque, dans telle période, bon. Mais qu'au fond, on ne faisait rien de tout ça. Raymond Aron avait l'habitude de dire face à des thèses où il ne voyait pas, bon, il y avait des récits, des descriptions, etc. Il disait, and then what? Voilà. Et alors, quoi? Qu'est-ce que vous en tirez? Qu'est-ce que ça nous dit? Bon, bah, ce genre de questions que Lévi-Strauss posait, que Raymond Aron a posé, on peut se la poser aujourd'hui pour beaucoup de monographies. À se demander, bon, euh, euh, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que ça nous a appris du monde social, de son fonctionnement? Est-ce que ce qui a été dit est spécifique à tel contexte ou est-ce que ça se retrouve dans d'autres contextes? Est-ce qu'on a des principes de fonctionnement, des lois de fonctionnement qui sont, euh, qui sont transversales à une époque, voire universelles? Rien n'est dit parce que plus personne ne cherche ce genre de savoir et ne cherche à formuler ce type de connaissances et se contente, mais c'est déjà bien. Et je ne critique pas les gens qui font des monographies. Je reviendrai un peu tout à l'heure sur un propos de Marc Bloch qui évoque justement l'articulation des synthèses et des monographies.
Les monographies sont tout à fait utiles. La question, c'est de savoir dans quelle perspective elles sont faites, comment elles s'articulent à des savoirs plus généraux. Critique de Lévi-Strauss sur ces tonneaux remplis sans fin par des monographies et dont on ne retire pas des choses un peu générales sur le fonctionnement du monde social. L'impression qu'on n'a pas appris grand-chose et que des gens peuvent dire OK, Marx a dit ça, ou Max Weber a écrit ça, ou Durkheim a écrit ça, mais c'était à l'époque. Bon, maintenant, il y a d'autres choses et on a l'impression parfois qu'on est plutôt dans des modes, dans l'idée que c'est comme la mode. Ben, avant, on portait les jupes courtes et maintenant les jupes longues ou inversement, etc. Mais qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de logique, quoi. Il n'y a pas de progression, d'une certaine façon. Moi, pour avoir écrit un titre avec le terme structure dedans, les structures fondamentales des sociétés humaines, des gens me disent, mais alors tu es structuraliste. C'est retour au structuralisme. Bon, déjà, moi, je ne le prends pas pour une insulte, même si je sais très bien que si on me dit retour au structuralisme, c'est pour me renvoyer dans le passé. Je ne suis pas naïf. Je ne crois pas être structuraliste, en fait, à la manière de Lévi-Strauss ou de Barthes ou de plein d'autres qui ont revendiqué leur structuralisme. Mais parler de structure, c'est pas être structuraliste. Marx n'était pas structuraliste et il parlait de structure. C'est pas le problème. Mais on voit bien que en disant ça, on dit il y a eu une époque où on a parlé en termes de structure et maintenant on parle plus en termes de structure. Voilà, ça varie comme la mode. Ça me laisse un peu pantois dans des univers scientifiques. Personne ne dirait en physique, bon, ben, Newton, il pensait ça sur la loi de la gravité, mais maintenant, on a d'autres points de vue, etc. Alors, il se trouve que oui, on a des points de vue, des cadres qui sont différents, et on sait que la loi de la gravité formulée par Newton, ben, elle n'est qu'une approximation de quelque chose qui est mieux formulé dans le cadre de la théorie de la relativité générale d'Einstein, mais on ne renvoie pas Newton à une mode de l'époque où, on pourrait dire sur Einstein qui n'est toujours pas dépassé, sur la théorie de la relativité générale, on ne peut pas dire, bah oui, mais Einstein l'a écrit en 1905. Donc c'est un vieux truc, maintenant il faut laisser place à d'autres façons de voir. Non, les gens, depuis 1905 et depuis presque 40 ans après que Einstein ait publié et que à peu près toute la communauté s'est mis d'accord sur le fait que Einstein avait raison, depuis, les gens essayent de travailler à modifier, à comprendre des choses qu'Einstein n'a pas pu comprendre. Il y a des choses qui restent encore incomprises ou insatisfaisantes. Le fait que les deux grandes théories, la mécanique quantique et la théorie de la relativité générale, n'arrivent pas, se contredisent en fait entre elles, évidemment gênent beaucoup de physiciens qui cherchent une théorie qui intègre les deux, etc. Mais ils sont dans cet esprit-là, pas du tout dans l'idée que c'était Einstein, maintenant on passe à autre chose, etc. Donc, vous voyez, il y a toujours l'idée de cumulativité scientifique derrière. Alors, euh, il y a des arguments. Il y a des arguments de la part de collègues qui pensent comme Weber, hein, pour aller vite, que nos sciences sont vouées à rester éternellement jeunes. Et notamment, il y a eu un ouvrage de Jean-Claude Passeron, qui a longtemps travaillé avec Pierre Bourdieu et qui, après, a fait une œuvre notamment épistémologique, le raisonnement sociologique, qui déploie un certain nombre d'arguments et on peut le remercier pour avoir fait cet effort-là de dire pourquoi nos sciences sont des sciences, mais pas tout à fait comme les autres, et pourquoi, au fond, il y a une illusion nomologique, comme il dit, ou nomothétique, une illusion à vouloir formuler des lois, pourquoi ça n'est pas possible. Et du coup, avec le livre Le raisonnement sociologique, que très peu de collègues ont lu en vérité, mais qui formule des sortes d'évidence dans le métier, à partir de là, effectivement, on nous dit
très clairement, ça n'est pas possible. Donc, il y a une impasse aux étudiants qui sont formés. L'idée, quand on leur fait de l'épistémologie et qu'on leur parle de la thèse de Passeron, évidemment, ils comprennent rapidement qu'il n'y a pas d'avenir pour ceux qui voudraient formuler des lois. Alors, il faut reprendre un peu l'ensemble des arguments, mais euh, d'abord, l'idée qu'il y aurait des régularités, il y aurait des lois de fonctionnement des sociétés humaines, euh, bah, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, euh, des collègues peuvent dire que au fond, si nous ne pouvons pas avoir de progrès, si nous ne pouvons pas avoir de la cumulativité scientifique, c'est parce que le monde est trop complexe. Il y a l'idée d'une grande complexité du monde social et d'une sorte d'enchevêtrement de tout ce qui se passe dans le monde social. Et je voulais citer un collègue sans citer son nom, parce que ce n'est pas le but. Je ne veux pas personnaliser les choses. Mais voilà ce qu'il écrit dans un ouvrage qui est une sorte de manuel sur l'histoire des théories sociologiques, etc. Il écrit Les sociologues ne peuvent mettre fin au désordre du monde. Le caractère souvent brouillon de leur travail est la conséquence de l'état de ce monde. La pluralité théorique de leurs approches en découle aussi. Nous devons abandonner l'idée d'une théorie générale simplement parce qu'elle est impossible. Donc là, c'est dit clairement, c'est impossible de produire des théories générales et évidemment, l'idée de loi est interdite aussi. Il continue de la manière suivante, la chose la plus utile que nous puissions faire est de contribuer à l'expansion dans la société d'une sorte de distance critique à l'égard des affirmations les plus péremptoires qui y circulent et de ne jamais renoncer à chercher à comprendre. Voilà. Bon. Ça veut dire que quand on a abandonné l'idée de formuler des lois générales, des acquis généraux des travaux des sciences sociales, ce qui nous reste, c'est une sorte d'esprit critique. Bon. Et à ce moment-là, moi j'ai l'impression que c'est pas la peine de faire des sciences sociales. La philosophie suffit amplement. Nous, en tant que chercheurs en sciences sociales, nous produisons des données, nous étudions des états de réalité à partir de méthodes diverses et variées, d'observation, par questionnaire, par enquête statistique, par entretien, bon, sur archives, quand on est historien, etc. Mais l'idée que ce serait qu'au fond, ce qu'on a de mieux à faire, c'est de donner aux gens une sorte de recul critique par rapport aux choses. Bon, c'est pas mal, mais ça me paraît un peu court par rapport à tout ce que nous avons produit sur des choses aussi différentes que la parenté, le monde économique, les systèmes de pouvoir, les inégalités en tout genre, etc. Tout ce savoir positif, qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas juste pour avoir un rapport critique un peu à ce qui peut se dire, j'imagine, dans les médias, dans les conversations ordinaires, etc. C'est un peu court quand même. Et l'idée que nous sommes brouillons parce que le monde est brouillon, alors là, j'avoue que je suis un peu stupéfait de l'argument, parce que c'est une sorte de démission scientifique dans le sens où la science a toujours mis de l'ordre dans un apparent désordre. C'est-à-dire ce qui nous apparaît immédiatement quand on regarde le monde, c'est quelque chose de très très complexe, d'enchevêtré, de brouillon, oui, au sens où il le dit. Mais du coup, je comparais cet extrait avec un extrait de Darwin dans L'origine des espèces, où il dit exactement la même chose, mais il en tire pas du tout les mêmes conséquences. Darwin dit ceci, il est intéressant d'observer un talus enchevêtré, tapissé de nombreuses plantes de toutes sortes, tandis que des oiseaux chantent dans les fourrés, que divers insectes volettent çà et là, et que des vers se glissent en rampant à travers la terre humide
et de penser que ces formes à la construction recherchée, si différentes les unes des autres, et qui dépendent les unes des autres d'une manière si complexe, ont toutes été produites par des lois qui agissent autour de nous. Voilà. Donc il dit c'est complexe, c'est enchevêtré, on pourrait dire c'est brouillon. Ben oui, comment attraper cette réalité-là? On prend un bout de nature, un simple talus, et on a un mélange de végétal, de vie animale et d'interaction, interdépendance entre tous ces éléments. Qu'est-ce qu'on va comprendre de ça? Ben, Darwin a formulé trois lois dans sa théorie de l'évolution qui est la loi de la variabilité de tout être vivant. À l'intérieur d'une espèce, il n'y a pas un membre qui est exactement pareil à un autre. Il y a de la sélection naturelle par l'environnement, en fonction de l'environnement, en fonction des propriétés que vous avez, vous êtes plus ou moins adapté pour la survie dans l'environnement donné. Et quand ceux qui survivent transmettent leurs propriétés, leurs propriétés génétiques, alors ça, Darwin ne pouvait pas le dire puisque le gène n'avait pas été encore découvert, mais il y a une hérédité qui fait qu'on transmet ses propriétés à sa progéniture. Donc quand ceux qui ne pouvaient pas s'adapter ou moins s'adapter se sont moins reproduits, etc., il y a un resserrement de la population en termes de propriétés génétiques, et ça amène à des transformations progressives et sur de la très très longue durée, on a l'évolution des espèces, on a évidemment des mutations plus rapides, mais aussi des transformations d'espèces qui n'ont cessé de varier dans l'histoire. Donc vous voyez, devant la même complexité, le même enchevêtrement, le même caractère brouillon du monde, vous avez d'un côté un sociologue qui dit, ben voilà, le monde est brouillon, donc nous sommes brouillons. Le monde est riche, pluriel, etc. Donc nous sommes pluriels. Il y a nécessairement une pluralité théorique. Et voilà. Et donc, il y a d'un côté, on en sort avec Darwin, avec l'idée que donc il faut formuler des lois, et de l'autre, on en sort en disant aucune loi n'est possible, aucune théorie générale n'est possible. Voilà la situation. Alors, quand, quand Jean-Claude Passeron et d'autres, alors j'ai fait un mélange un petit peu de tous les arguments qui sont évoqués pour dire pourquoi une science nomologique, des sciences sociales nomologiques ne sont pas possibles. Une grande partie se trouve dans l'ouvrage Le raisonnement sociologique, mais une autre partie un peu ailleurs. Le premier grand point, c'est le caractère non expérimental des sciences sociales, enfin des sciences humaines et sociales, qui les rendrait infirmes du point de vue de la formulation d'un certain nombre de propriétés générales, parce qu'on dit nos propositions dépendent toujours des contextes de la mesure, des contextes historiques de la mesure ou de l'observation, et du coup, nos savoirs sont toujours indexés, reliés à des contextes bien précis, et prendre, prendre le risque de dire que ce qui se passe ici se passe aussi ailleurs, c'est une prise de risque qu'il ne faut pas prendre parce que les savoirs sont extrêmement contextualisés et nos connaissances sont contextualisées. Donc, Passeron dit, tant qu'on ne peut pas être dans des conditions expérimentales pour maîtriser un certain nombre de paramètres et voir que toute chose étant égale par ailleurs, comme on dit, il y a quelque chose qui se passe de très, très visible dans le monde social. Euh, Cette idée-là de nous ne sommes pas expérimentales, donc nous ne pouvons pas formuler des lois, et nous ne pouvons pas formuler de manière générale des théories générales, des propositions générales, c'est un peu, enfin c'est pas un peu, c'est mis à mal par la réalité des sciences. Parce que j'ai cité Einstein, j'ai cité Darwin,
que ce soit l'astrophysique ou la cosmologie ou la biologie évolutive, pour l'essentiel de ce qui a été produit dans ces domaines, ça n'est pas expérimental. Darwin n'a pas fait beaucoup d'expériences, il en a fait quelques-unes sur quelques espèces, mais il a surtout recueilli des observations, recueilli beaucoup de savoirs produits par des zoologistes, des botanistes, des gens qui travaillaient sur des espèces différentes, dans des contextes très différents. Il a lui-même observé, mais observé dans des conditions naturelles et sans possibilité d'expérimentation véritablement, des pinsons, comme on le sait, qui n'avaient pas exactement les mêmes becs en fonction du contexte dans lequel ils vivaient, de leur environnement. Du coup, on voit qu'il a formulé des lois sans produire une connaissance de type expérimental, dans des conditions expérimentales. De la même façon, tout le monde comprend que ce n'est pas possible de faire de l'expérimentation sur des systèmes planétaires, des galaxies, des étoiles, des trous noirs, etc. Vous ne pouvez pas dire, bon, il faut que je reproduise l'expérience dans tel contexte pour voir s'il n'y a pas un biais, etc. Non, c'est les gens qui travaillent dans ces domaines travaillent sur des mesures, sur des observations de la réalité physique, mais certainement pas de manière expérimentale. Après, il y a des éléments de leur théorie qui peuvent se vérifier expérimentalement, comme en biologie évolutive. Aujourd'hui, il y a des gens qui font de l'expérimentation, notamment sur des espèces qui varient très très rapidement, qu'on peut observer. On peut observer des dizaines de générations sur très peu de temps. C'est le cas des virus, par exemple, des bactéries, etc. On peut travailler même sur des sur des poissons qui n'ont pas de très longue vie. On peut faire de la biologie évolutive expérimentale, mais c'est très récent en fait. Et on a créé des paradigmes au sens de théorie cadre sans avoir la possibilité de faire de l'expérimentation. Donc, euh, il y a une sorte d'idéalisation des sciences dites dures ou des sciences de la matière et de la vie, pour ne pas qualifier ces sciences autrement que par leur objet. On a idéalisé en pensant qu'elles, elles étaient expérimentales et nous non, et que ça nous mettait dans une situation délicate. Voilà, je pourrais citer la climatologie, je pourrais citer des tonnes de sciences, la géologie, qui a beaucoup inspiré Darwin. C'est pas pour l'essentiel des conditions expérimentales de production de la connaissance. Donc, premier point, ça ne tient pas. Et ça, c'est un gros point quand même dans l'argumentation de Passeron. Le deuxième point qui va nous faire revenir un moment à Max Weber, c'est l'idée, ça ne cesse de bouger, ça ne cesse de se transformer, le monde social. Nous avons un objet mouvant, donc nous ne pouvons pas avoir des lois générales qui, par définition, si elles sont générales, ne bougent pas, sont toujours les mêmes. Donc l'idée de loi immuable qui ne pourrait pas rendre compte d'une réalité qui, elle, ne l'est pas immuable, elle ne cesse de bouger, de se transformer, paraît être un argument extrêmement fort et définitif. Bon, là aussi, gros problème, et je pense à chaque fois, sur tous ces points, qu'il y a un manque de culture scientifique au sens classique du terme culture scientifique, sur les mathématiques, la physique, la biologie, etc., de la part d'un certain nombre de collègues qui réfléchissent en tant que chercheurs en sciences sociales et qui n'ont pas, enfin, qui n'ont pas le réflexe de penser, en fait, à des choses évidentes, hein, pourtant, quand on s'intéresse à ces sciences. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'évident? Ben, ce qu'il y a d'évident, c'est que, par exemple, la biologie évolutive, elle a un objet qui est mouvant en permanence. Ça n'est pas un hasard si on a parlé d'histoire naturelle. Les espèces ne cessent de se transformer. C'est même la caractéristique de la théorie darwinienne. Il faisait partie de ce qu'on appelait les transformistes par rapport à des gens qui étaient fixistes et qui pensaient que
que les espèces avaient été créées en une seule fois, définitivement, et que certaines avaient disparu parce qu'elles étaient mortes. On en retrouvait les fossiles, mais voilà. L'idée de c'est créé une fois et, et, et c'est terminé. Darwin faisait partie, il n'était pas le seul, des gens qui pensaient que ça avait évolué, que ça s'était transformé, que le vivant se transformait. Lui a simplement si j'ose dire, donné les éléments, enfin, les moteurs de cette évolution, de cette transformation. Mais on voit bien qu'il n'y a rien de stable dans l'histoire du vivant. Euh, quel est le rapport entre la première cellule dont nous venons tous, qui est appelée hypothétiquement Lucas par les chercheurs en biologie évolutive, Lucas, Last Universal Common Ancestor. Donc, nous venons tous d'une cellule commune qui a donné lieu à du règne végétal, à du règne animal, à d'autres règnes du vivant. Et à l'intérieur de ça, c'est une efflorescence de vie, de formes de vie, d'espèces différentes, végétales, animales, etc. Donc, ça ne cesse de se transformer, ça ne cesse de se différencier, etc. Et donc, il y a pas une chose commune entre ces choses-là, apparemment, entre ces différentes espèces. Euh, donc on aurait pu dire la même chose face à ce spectacle de la diversité du vivant. On aurait pu dire, bon, il n'est pas possible de formuler des lois à propos de quelque chose d'aussi diversifié et aussi changeant. Bon, dans l'histoire du vivant. Et pourtant, ça n'a pas découragé les biologistes, bien au contraire, de montrer les choses communes, que nous avons des fonctionnements communs en tant qu'humains avec n'importe quelle autre forme de vie, à un certain niveau sur le fonctionnement des cellules, etc. Bon, on a des propriétés du vivant comme toutes les formes du vivant. Donc on a comme ça surmonté cette impression d'impossibilité de formuler des théories générales, des propriétés, des propositions pardon, générales, des lois, sur la base de ce constat de la transformation. C'est la même chose du côté de la physique. La, L'univers n'a cessé de bouger, n'a cessé de se transformer. Il y a des galaxies qui sont mortes et enfin, qui sont nées, entre guillemets, hein, c'est pas des êtres vivants, mais qui sont apparus et qui ont disparu, de la même façon qu'il y a donc des planètes, des étoiles, etc. Et il y a des naissances et des morts, il y a des phénomènes qui apparaissent, qui disparaissent, etc. Là aussi, c'est mouvant en permanence. Et pourtant, là aussi, on a formulé des lois très, très générales. Donc, cette idée de c'est historique et ça bouge, donc on ne peut pas formuler des lois, ne me semble pas un bon argument parce que ça aurait pu décourager aussi des gens qui travaillaient sur la matière ou sur la vie. Euh, un autre aspect, c'est l'idée que, alors je l'ai dit un peu tout à l'heure, je vais aller passer vite sur l'idée de complexité, mais je vais insister aussi sur l'idée de singularité. C'est-à-dire que on dit pas de loi générale dès lors que l'objet d'étude est fait de singularité. Les gens pensent que la société des Nambiquara, c'est pas la société des Barougas, c'est pas la société capitaliste contemporaine, c'est pas notre société médiévale ou la société féodale, etc. Et donc on a affaire à des singularités. Donc ces singularités, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut formuler des lois générales? Non. En tout cas, il n'y a pas idée qu'on pourrait comparer ces différents types de sociétés, comparer ces différentes singularités, entre guillemets, des singularités qui durent quand même souvent plusieurs siècles ou plusieurs, même dizaines, voire centaines de millénaires, dans le cas des sociétés de chasseurs-cueilleurs mobiles qui ont eu des structures qui ont duré très très longtemps. Il a fallu longtemps avant que
il y ait une sorte d'accélération de l'histoire et que des types de sociétés assez différentes apparaissent. Mais enfin, il n'y a pas non plus 36 000 types de sociétés. Et quand les gens travaillent à essayer de classifier les types de sociétés, ce qui était le cas d'un anthropologue comme Alain Testard, on voit bien qu'il n'y a pas 1 000 modèles de société, c'est pas possible, et qu'aujourd'hui, il y a un type de société qu'on appelle capitaliste depuis au moins Marx, qui perdure, même si avec évidemment des variations culturelles selon le pays, les traditions politiques, religieuses, etc., qui traversent, linguistiques évidemment, qui traversent toutes ces sociétés. Mais il y a des invariants, il y a des constantes qui durent très très longtemps, plusieurs siècles pour certains types de sociétés. Et donc, l'idée que on aurait des singularités et que ces singularités, il n'y aurait aucun intérêt à les comparer entre elles, bah, c'est un abandon de la comparaison. Or, la comparaison, c'est la base de toute science, à mon avis. Si on n'opère pas des comparaisons, on s'enferme dans un objet, beaucoup de choses ne se voient pas parce qu'on n'a pas de point pour comprendre à la fois ce qui est ressemblant et ce qui, évidemment, est différent. On conquiert du savoir que par la différence. Bon. Quand on sait que dans les années, enfin, au XXe siècle, on va dire, les historiens ont beaucoup insisté sur le fait que il fallait pas trop comparer, que si on comparait, il fallait comparer des régions très proches d'un pays, parfois deux pays comme la France, l'Angleterre, mais certainement pas à la même époque, évidemment. Mais certainement pas la France et l'Égypte, la France et un pays africain, ou l'Angleterre et le Japon, etc. On voit qu'il y a une sorte d'idée de vraiment refus de comparaison parce que ça n'aurait aucun intérêt. Ça n'aurait aucun intérêt. On ne retrouverait, enfin, on n'aurait aucun intérêt à dégager des choses qui pourraient être communes et au fond, on part de l'idée qu'il y a de toute façon des différences et qu'elles sont tellement massives que ça n'a plus aucun intérêt de comparer. Donc là, on peut, par rapport à cette question de pas de théorie générale possible devant la singularité des objets, bah, on peut rappeler que c'est sans doute un effet justement de cette certitude qu'il n'y a pas de loi possible à dégager. Parce que ce qu'ont fait les sciences, justement, c'est de réduire la singularité des objets qu'ils étudiaient. Alain Testard, qui a fait un petit livre d'épistémologie, rappelle que si on a donné des noms à des planètes différentes de notre système solaire, c'est parce que les planètes sont différentes les unes des autres. Elles n'occupent pas la même position dans le système planétaire, elles n'ont pas les mêmes tailles, elles n'ont pas les mêmes compositions géologiques, elles n'ont pas les mêmes atmosphères, elles diffèrent vraiment beaucoup. Et pourtant, ça n'a pas empêché de dégager des choses très, très générales, des lois générales de fonctionnement des systèmes planétaires, des planètes, de ce qui les compose, etc. Parce qu'on sait qu'elles sont géologiquement différentes, par exemple, mais on sait que c'est des combinaisons de choses générales qu'on connaît, par ailleurs, qu'on a appris à connaître. Donc, en fait, l'idée que la singularité empêcherait les lois, c'est mal poser le problème, parce que les lois sont justement là pour réduire cette singularité et de dire que tel type de société ou tel contexte de tel type de société à tel moment dans l'histoire n'est qu'un cas d'impossible, une variation dans enfin de types de sociétés plus générales ou de problèmes plus généraux qu'ont affronté les sociétés humaines. Donc là, il y a vraiment une inversion de la réflexion et on dit, alors des collègues vont jusqu'à dire que les objets des sciences de la matière et de la vie sont plus simples,
Euh, alors, parce qu'ils ont eu des cours, j'allais dire, au lycée, hein, qui leur a appris que, bah oui, on leur parle des mécanismes, on leur parle des lois, on leur parle des principes de fonctionnement, etc. Et donc, ils se disent, bah, c'est parce que c'est plus simple que on a la possibilité de formuler des lois. En fait, non, c'est très très complexe et sur le même objet, les physiciens peuvent travailler sur des aspects extrêmement différents. Mais par contre, ils ont à chaque fois essayé de réduire la complexité pour étudier des lois générales qui agissent dans tous les contextes physiques possibles et qui se combinent différemment selon les contextes et qui donnent lieu à des phénomènes physiques extrêmement singuliers, oui, différents, euh, mais cette singularité ne doit pas être, comment dire, nous paralyser dans la formulation de propositions générales sur le monde. En tout cas, du côté des sciences de la matière et de la vie, ça ne les a pas embêtés. Le dernier point d'argumentation, c'est la prédictibilité. On dit, bah, si vous formulez des lois, alors il doit y avoir un caractère prédictif. Bon, ça peut paraître pour certains évident, et ça ne l'est pas du tout. Euh, je crois qu'on comprend mal le statut de la loi en disant ça. C'est-à-dire, j'ai vraiment discuté avec un collègue qui en plus est historien des sciences, épistémologue, etc., et qui nous disait, mais une loi, ça permet de prédire. Bah, qu'est-ce que ça prédit? Quel niveau de prédiction on a? Euh, la loi de la gravité, ou si je prends Newton, hein, sans passer par à Einstein, euh, la loi de la gravité dit que il y a une loi de la chute des corps. Bon, une pomme va tomber. Bon. Euh, on a donc une sorte de prédiction parce qu'on dit oui, cette pomme, quand elle va se détacher de l'arbre, elle va tomber. Par contre, le type de prédiction dont on nous parle dans les sciences sociales serait d'un autre genre. Et là, la loi de la gravité n'a jamais rien prédit. C'est-à-dire que ça supposerait de prédire, par exemple, le fait que la pomme en question va tomber à tel moment, à tel endroit du sol. Voilà, donc arriver à préciser tous les déterminismes qui vont conduire à la chute de cette pomme à un endroit particulier à tel moment. Ça, théoriquement, c'est possible. Je pense que si je dis ça à un collègue physicien, il va me dire, en fait, on peut, sur la base de probabilité, dire une pomme en fonction de la saison, en fonction de là où elle est, s'il y a beaucoup de vent ou pas beaucoup de vent, si, etc. Il y a évidemment des tonnes de facteurs en jeu dans le fait qu'une pomme tombe à un moment donné et qu'elle tombe à tel endroit parce qu'il y aura eu du vent et la chute va être légèrement modifiée par le fait qu'il y a un grand coup de vent, etc. Tout ça est calculable, mais évidemment que ça intéresse personne de faire ça. Il y a personne qui s'intéresse à passer son temps à expliquer pourquoi enfin, à quel moment on risque de tomber cette pomme, à quel endroit précis, etc. Mais en même temps, tous les physiciens savent très bien qu'il y a des lois derrière tout ça. Il y a des déterminismes physiques qui sont derrière cette manifestation-là concrète d'une pomme qui tombe sur le sol. Donc, il y a des mécanismes généraux qu'on peut mettre en évidence dans les sciences sociales qui sont du même type, qui ne permettent pas de prédire des choses précises au sens de cette pomme qui tombe à tel moment, à tel endroit, mais qui disent quand même des choses importantes sur le fonctionnement général des sociétés humaines. Donc, euh, il faut s'entendre sur la question de la prédictibilité. Qu'est-ce qu'on est censé prédire? À quel degré de précision on est censé prédire?
La climatologie ne prédit pas, c'est une science physique. Les sciences du climat ne sont pas d'une précision folle, elles sont basées sur des modèles statistiques. Voilà. N'empêche que on a formulé des principes très généraux de fonctionnement pour faire fonctionner ces modèles. Donc, voilà un petit peu les arguments qui sont avancés la plupart du temps. Et à chaque fois, ça bloque la possibilité d'aller plus loin dans la connaissance scientifique. On souffre à la fois d'un- d'une division du travail extraordinairement forte qui amène des gens à travailler sur des petits objets de plus en plus fins, au point que des gens qui travaillent sur, par exemple, je pense à la sociologie de l'éducation généralement, il y a des gens qui vont travailler sur l'école et qui se spécialisent dans des études sur l'institution scolaire au niveau des politiques scolaires, qui vont jamais faire l'étude de ce qui se passe à l'intérieur de l'école, sur les processus de transmission des savoirs à l'intérieur de l'école, etc. Il y en a d'autres qui disent, je fais de la sociologie de l'éducation, mais je travaille sur les familles, sur l'éducation familiale et pas sur l'école, etc. Et puis, évidemment, il y a de la sociologie urbaine et de la sociologie politique et de la sociologie de la religion, etc. Alors ça, c'est un fait tout à fait euh, patent dans toutes les sciences. Il y a un processus de division du travail. C'est nécessaire parce qu'on ne peut pas tout étudier en permanence, mais il y a, selon les domaines de savoir, des organisations collectives qui sont, qui font comment dire, qui gère cette division du travail de manière plus ou moins satisfaisante. Et donc, ce premier point de division du travail, il faut aussi l'articuler avec le fait que nous sommes des sciences sans paradigme, sans cadre généraux. Tout à l'heure, dans la présentation, Patrick Junier rappelait que, enfin, témoignait du fait que c'est difficile de comprendre quelque chose dans les sciences sociales quand on voit la multiplicité des théories, des écoles. On en est, dans les sciences sociales, je pense notamment à la sociologie, à un éclatement qui ressemble beaucoup à ce qui se passait avant Newton. Quand vous lisez les historiens des sciences qui parlent de la situation pré-newtonienne, ch chaque auteur avait une théorie, quoi, d'une certaine façon. Donc, il y avait une multitude d'écoles et, et- et personne n'avait raison sur personne, et tout le monde était en concurrence. Bon, ce que change Newton, c'est pas qu'il prend le pouvoir, comme souvent on réduit ces phénomènes-là d'intégration, d'unification, etc. Ce qu'a fait Newton, c'est de prendre l'état des connaissances dans les domaines qui l'intéressaient, de relier les faits qui étaient établis par des gens très différents, par des chercheurs très différents, des savants très différents. Le terme de chercheur n'existait sans doute pas à l'époque. Euh, et il a formulé une théorie cadre qui est devenue un cadre général pour l'ensemble des gens qui travaillent en physique. Et c'est la même chose pour Darwin. Darwin, il y a des gens qui me disent, ah oui, mais vous prenez Darwin un peu trop au sérieux, enfin au sérieux, un peu trop, vous l'idéalisez, etc. Ben, je l'idéalise absolument pas. Moi, je discute avec des collègues biologistes évolutionnistes qui disent on est tous à chercher un modèle différent de Darwin parce qu'il y a des choses qui coincent, il y a des choses qui ne vont pas totalement, etc. Mais grosso modo, il n'y a pas un biologiste aujourd'hui qui se dit anti-darwinien. C'est c'est impensable. Et c'est pas une opération de pouvoir. C'est pas Darwin qui veut prendre le pouvoir, qui veut imposer un certain nombre de choses alors que ses collègues voilà, n'auraient pas voulu être sous la coupe darwinienne, etc. Non, que ce soit Darwin, que ce soit Einstein, que ce soit Newton, tous les gens qui ont créé des paradigmes, qui ont formulé des paradigmes, ont permis à tout le monde de travailler dans un cadre qui, sur un certain nombre de points, est un cadre consensuel. Voilà.
On a appris dans ce cadre, on a enrichi ce cadre, la découverte des gènes, c'est un enrichissement du cadre, la découverte des mutations, c'est un enrichissement du cadre. Beaucoup de choses à l'intérieur du cadre, la théorie de la sélection de parentèle, il y a eu beaucoup de discussions, la théorie de la sélection de groupe, etc. Ça bouge en permanence à l'intérieur du cadre. C'est pas du tout figé. C'est pas du tout une situation dictatoriale comme on essaye de le faire croire en sciences sociales. Dès lors qu'il y a une tentative d'unification, de dire il faut avoir un cadre commun, il faut se mettre d'accord sur un certain nombre de choses, sur un certain nombre de lois, de principes, etc., qu'on a découvert depuis le début, les gens crient à l'impérialisme, crient au coup de force, au coup d'État, quoi. Alors que tous les gens qui ont fait progresser les sciences ont effectivement, en vérité, bien sûr, qu'ils ont gagné dans l'histoire, on le sait. Mais le but, c'était pas juste de gagner. L'idée, c'était d'être les plus pertinents du point de vue de la connaissance de la réalité qu'ils avaient à étudier. Donc, ce qui manque aux sciences sociales, c'est c'est des cadres communs, c'est la possibilité de formuler un certain nombre de lois et de principes, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, et de pouvoir avancer, de pouvoir dire, une fois qu'on a mis en évidence un certain nombre de lois, on peut en découvrir d'autres, et on s'appuie sur celles qu'on a déjà formulées pour aller plus loin. Et à un moment donné, pour aussi reformuler des lois qui ont été peut-être un peu insuffisamment bien formulées dans un état antérieur. Mais pour progresser, il faut commencer à formuler quelque chose. Et ça, si on ne le fait pas, effectivement, on reste à l'état de pluralité, d'absence de consensus, etc. Et là-dessus, je ne sais pas s'il me reste encore 5 minutes. Euh, Disons 5, oui. oui, alors 2 minutes, 2 minutes. C'était parce que j'évoquais le nom de Marc Bloch tout à l'heure, et il me semble que c'est extrêmement important de rappeler quelque chose. Marc Bloch est historien, les historiens sont les plus réticents à la formulation de lois. J'aurais pu citer des textes de Durkheim où Durkheim désigne les historiens comme le problème principal pour les sciences sociales, en disant à ses collègues d'historiens, si vous cherchez que des singularités, si vous pensez qu'un événement n'est jamais comment dire, comparable à un autre, que chaque événement doit être étudié en tant que tel, etc., alors vous ne faites pas de science. Il leur disait des choses aussi dures que ça. D'une certaine façon, ça n'a pas changé. Et quand on dit loi à un historien, alors oui, ça le met vraiment très très mal à l'aise parce que l'histoire est fondée sur l'idée d'une transformation permanente et que du coup, on est dans ce modèle que je décrivais tout à l'heure, étude de singularité, de variation, etc. Marc Bloch, qui est pourtant historien, avait une vue très sociologique. Alors, il s'inspirait beaucoup des Durkheimiens de son époque. On lui en a beaucoup voulu. Il a été beaucoup critiqué pour ça. Mais lui, il appelait à une histoire comparative. Et dans un texte qui était un texte de présentation, il s'est présenté au Collège de France et il n'a pas été élu. Il faut rappeler que les plus grands noms de l'histoire n'étaient pas au Collège de France, et que Marc Bloch disait la chose suivante, il disait, nous devons produire des monographies, mais nous devons produire des monographies qui sont au service de synthèse. Et les synthèses sont aussi le moyen de tirer tout ce qu'il est possible de tirer des monographies, des savoirs généraux, des fonctionnements généraux pour comprendre, par exemple, des types de sociétés comme la société féodale, ce qu'il a fait dans un ouvrage qui s'appelle La société féodale, ou de comprendre des phénomènes sociaux, des mécanismes sociaux, comme ceux de la magie sociale qu'il étudie dans Les Rois thaumaturges. Beaucoup de collègues historiens l'ont critiqué, et des grands noms, hein, Georges Duby, euh, un autre nom m'échappe, mais bon, peu importe, Lucien Febvre, son ami Lucien Febvre, l'a beaucoup critiqué en lui reprochant d'être trop sociologue. C'était pour moi une qualité, évidemment. Mais
parce que dans les rois thaumaturges, il avait commis cette erreur, selon Fèvre ou Duby, de ne pas s'en tenir à la royauté. Donc, les rois thaumaturges, c'est des rois qui, en touchant les gens, prétendent les soigner, enfin les guérir. Des écrouelles, donc une maladie qui on n'arrive pas trop à définir, mais donc il y avait une sorte d'acte symbolique, de rituel, le toucher royal était censé soigner les gens, guérir les gens. Et non seulement Bloch ne s'en tient pas à la France ou à l'Angleterre, mais il va chercher des références du côté de l'anthropologie, et notamment de Fraser, le rameau magique, en montrant que dans des sociétés dites primitives à l'époque, il y avait des processus du même type, des actes de magie sociale qui étaient accomplis par des personnes qui avaient autorité pour produire ces actes de magie sociale. Et on lui a reproché, alors qu'il mettait le doigt sur un mécanisme extrêmement général et qui est présent dans toutes les sociétés humaines sous des formes, dans des manifestations extrêmement différentes. Donc, les monographies, quand on me dit, mais au fond, ce que tu proposes, c'est une critique de tous les travaux qui sont faits, pas du tout. Pas du tout. Et les monographies, quand elles sont très bien faites, rigoureuses, etc., c'est une base essentielle. J'en ai produit beaucoup pendant 30 ans, donc je sais ce que c'est. Mais ça ne suffit pas si on veut être un peu plus ambitieux collectivement, scientifiquement. Il faut organiser des synthèses qui sont respectueuses des résultats des travaux monographiques. Et évidemment, les monographies, Bloch disait, elles doivent préparer la synthèse. C'est-à-dire les monographies, elles doivent déjà être un peu comparatives. Quelqu'un qui fait un travail sur telle région, à telle époque, dans tel pays, il doit quand même avoir lu des travaux sur d'autres types de situations pour déjà préparer la possibilité d'une généralisation un peu plus grande. Voilà un petit peu le propos. J'ai peu parlé des invariants et il y a tout un tas de considérations sur les invariants. J'en suis désolé parce que l'idée déjà de loi de cumulativité, etc., occupe beaucoup d'argumentation, de temps d'argumentation, mais c'est la même chose. Au fond, on a un problème avec cette question d'invariants. Les sciences sociales ne s'intéresseraient jamais aux invariants, mais uniquement aux variations. En vrai, il n'y a pas de variation sans invariant, parce que qu'est-ce qui varie s'il n'y a pas un point invariant, quand on dit les formes du magico-religieux n'ont cessé de varier, d'accord, mais ça veut dire que dans toutes les sociétés humaines, il y a du magico-religieux. Les systèmes de parenté, les formes familiales, etc., n'ont cessé de varier. Oui, mais il y a de la famille partout et des systèmes de parenté partout, etc. Donc, il n'est pas interdit aux chercheurs en sciences sociales de se poser des questions sur qu'est-ce qu'il y a d'invariant dans les sociétés humaines, dans toutes les sociétés humaines, et sur ces bases-là, qu'est-ce qui varie et pourquoi ça varie. Voilà, je m'arrête là pour ne pas être trop long et laisser la parole à toutes les personnes qui le souhaitent. Merci. Voilà les invariants de la pensée scientifique. Maintenant, pour les invariants de société, vous pouvez aller voir aussi ce livre majeur de Bernard Lahire qui est paru récemment sur les structures des sociétés humaines, où là, on voit le rôle finalement, de la culture scientifique dans le rapport entre sciences de la vie et sciences humaines. Alors, euh, juste une petite anecdote, Eugenio Coseriu disait: on ne devrait pas avoir le droit de décrire sa propre langue. C'est évidemment le point de vue d'un comparatiste, hein. Et donc, il est évident que toute particularité dépend du rapport. On ne les perçoit pas, les particularités, sans évidemment cette méthodologie comparatiste dont le structuralisme a été la concrétisation. Il a été vilipendé, mais il n'a jamais été réfuté. Voir
ce numéro de Word en 1945 où Jacobson, Lévi-Strauss et Cassirer publient dans le même numéro, vous voyez.